pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés, c'est la revue de presse numéro 424 du 4 juin 2025. Poutine commence à perdre patience, apparemment. Vous allez voir, juste après, là, une déclaration qui vient juste de tomber de la part du président russe. Voilà. Alors, bien entendu, nous allons parler de l'Ukraine et nous allons parler de Gaza et du Moyen-Orient et de la politique des États-Unis. Voilà. À très bientôt, mes chers abonnés. C'est la revue de presse numéro 424 du 4 juin 2025. Bonne lecture. На высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Les autorités russes annoncent la reprise du trafic routier sur le pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée. L'Ukraine dit avoir frappé le pont avec des explosifs sous le niveau de l'eau tôt mardi matin. La Russie indique que les opérations ont été interrompues pendant environ 3 heures à partir de 4 heures du matin, heure locale, mais n'a pas donné la raison de cette fermeture. Le pont de Crimée était autrefois une voie d'approvisionnement essentielle pour les troupes russes en Ukraine. L'Ukraine affirme que cette attaque visait à perpétuer une tradition après avoir mené des frappes similaires en 2022 et 2023. Quand j'ai vu l'opération qui a été déclenchée dimanche passé, je me suis dit que Zelensky a décidé de promouvoir mon livre qui sortait pratiquement un jour après. Donc on est exactement synchrone avec le gouvernement ukrainien. Je les remercie. Oui. Mais effectivement, cette opération, et d'ailleurs apparemment il y en a une autre qui a eu lieu tout récemment contre le pont de Kerch. Donc ce pont qui relie la péninsule de Crimée au territoire russe. Qui a déjà été visé, oui. Qui a déjà été visé par le passé, mais qui a été... Et c'est là où ça illustrera exactement, ces opérations illustrent exactement le passage que vous avez cité de mon introduction, c'est que on n'est pas sur quelque chose, sur des opérations qui sont là en appui des opérations terrestres. On voit que, au contraire, les opérations terrestres en Ukraine, eh bien, ça s'affaiblit chaque fois. L'avantage est toujours du côté russe, et même s'accentue du côté russe, hein, puisque actuellement à Konstantinovka, j'y arriverai. Justement, hier, entre hier et aujourd'hui, on s'aperçoit que les Russes arrivent dans des villages qui sont même plus défendus. Les Ukrainiens reculent sans plus même défendre. Les Russes gagnent du terrain, c'est intéressant parce que vraiment, et c'est ce que vous dites dans votre livre, on n'est pas du tout, nous, dans le narratif de les Russes gagnent du terrain en ce moment. Non, voilà, c'est ça. On essaye au contraire de donner une image différente. Ah oui, Pearl Harbor, le Pearl Harbor exactement. Voilà, tout ukrainien. La réalité est que sur le terrain, l'avantage entre des Russes s'accentue très clairement et mathématiquement, puisque l'armée ukrainienne s'affaiblit numériquement en tant que personnel, en tant que matériel, etc., dépend toujours davantage des Occidentaux. Et donc, on voit ces opérations qui se multiplient en territoire russe, alors qu'elles n'ont aucun impact sur le terrain en réalité. Et le pont de Kerch est pratiquement emblématique de ça, puisque même les Ukrainiens ont reconnu que le pont de Kerch n'était plus utilisé par les militaires russes. Aujourd'hui, ils ont le pont terrestre, comme on l'a appelé, c'est-à-dire les 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye,
Donetsk et Lugansk, qui finalement permettent d'avoir cette liaison terrestre beaucoup plus stable, que d'ailleurs les Russes ont totalement réhabilité, parce que pour ceux qui ont connu l'Ukraine d'avant la Russie, si vous me passez l'expression, les routes étaient dans un état déplorable en Ukraine. Quand vous alliez de Kiev à Odessa, il fallait prendre des jours parce que la route était en tellement mauvais état que vous n'y arriviez pas. Dans tout le sud, dans les 4 oblasts que la Russie occupe, elle a réhabilité le réseau routier, le réseau ferroviaire, aussi à des fins militaires, de façon à ce qu'il n'ait plus besoin d'utiliser le pont de Kerch, qui est une vulnérabilité par définition. Et donc aujourd'hui, on sait très bien que le pont de Kerch ne sert à rien. Et pourtant, les Ukrainiens continuent à mener des opérations là parce qu'elle a une valeur symbolique, elle a une valeur d'image, de perception, de relations publiques. Oui. Et l'opération Toile d'araignée qu'on a évoquée tout à l'heure, donc cette attaque contre les 5 bases aériennes russes, Mourmansk, Ivanovo, Ryazan, Irkoutsk et Amour, c'est des opérations d'abord qui apparemment n'ont pas atteint le succès qu'on leur a prêté, puisque on a dit qu'il y avait 40 avions et j'avais dit déjà depuis lundi que d'après mes informations, on était plutôt sur 13 avions, enfin entre 6 et 13. Et aujourd'hui, il semble qu'on soit sur 13 avions qui ont été endommagés. Probablement 5 ou 6 de manière irréparable et le reste de manière probablement réparable. Voilà. Donc, on est sur un résultat qui est finalement très mitigé au point de vue opérationnel. Et quand bien même 40 avions auraient été détruits sur ces bases, ce n'est qu'une partie de la capacité de frappe russe, à la fois nucléaire et conventionnelle, puisque des avions comme les Tu-95 ou les Tu-22 ont une capacité nucléaire, mais peuvent être utilisés, d'ailleurs ils sont utilisés régulièrement pour des attaques en Ukraine, parce qu'ils peuvent transporter des missiles de croisière conventionnels. Zelensky veut absolument l'escalade. On sent très bien qu'il est soutenu par les puissances occidentales, je dirais, mettant les États-Unis dans une position d'incertitude aujourd'hui, mais en tout cas la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France veulent apparemment cette guerre, et sans imaginer les conséquences qu'elle peut avoir. Donc c'est ça qui est dramatique aujourd'hui. On a l'impression d'être gouverné par des apprentis sorciers. L'Ukraine revendique l'attaque à l'explosif du pont de Kerch en Crimée. Ce mardi 3 juin, le pont a une nouvelle fois été visé par une attaque que revendiquent les services de sécurité ukrainiens. 1100 kilos de TNT auraient été utilisés pour endommager les piliers de cette infrastructure stratégique qui relie la péninsule annexée par Moscou au territoire russe. La circulation a été temporairement interrompue mardi matin sans que les autorités russes ne précisent officiellement les raisons de cette fermeture. Long de 19 km, ce pont est un axe logistique majeur pour la Russie et un puissant symbole de l'annexion de la Crimée en 2014. Il avait déjà été visé à 2 reprises, une première fois en octobre 2022 par un camion piégé, puis en juillet 2023 par des drones navals. Pour l'Ukraine, il représente une cible symbolique, mais aussi emblématique, le pont ayant été inauguré par Vladimir Poutine. Pour l'heure, l'ampleur réelle des destructions est toutefois incertaine. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous expliquez que l'Ukraine est un terrain d'affrontement secret entre l'Est et l'Ouest. Et donc, on dit bien l'Est et l'Ouest. Hein, on va reprendre tout ça. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et que donc, elle est le terrain, justement, d'opérations clandestines depuis ce moment-là. Et vous publiez des cartes qui sont absolument passionnantes, notamment la carte P. C'est un document de la CIA qui date de 1957, qui a publié un rapport, le facteur de la résistance et des zones d'opération des forces spéciales en Ukraine. Et ensuite, sa carte qui lui est liée, où en fait, elle rend compte, en fait, la CIA, des différents critères ethniques, sociaux et historiques qui permettent de cerner le degré d'hostilité ou de loyauté aux autorités soviétiques. Évidemment, l'objectif pour la CIA, c'est de prendre dans son giron un maximum d'influer sur ces peuples qui devraient s'opposer ou permettre de s'opposer à la force soviétique. Alors, le document que je présente, entre autres, dans mon livre, c'est un document qui était un document de planification
parce que la CIA prévoyait de créer vraiment des mouvements de guérilla extrêmement sophistiqués en Ukraine. Et de nouveau, ça c'est intéressant, c'est que c'était en Ukraine. Donc on a utilisé le territoire ukrainien pour déstabiliser l'Union soviétique. C'était déjà à ce moment-là. Depuis le début. Mais j'aurais pu remonter, ce que je cite aussi dans mon livre, la fameuse division SS. Tout à fait. La Erste Galizien Grenadier Division, elle s'est rendue aux Britanniques. Et les Britanniques, au lieu de punir et condamner tous ces militaires qui avaient été coupables de crimes de guerre, ont préféré les garder en réserve. Les déplacer au Canada. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Canada, vous vous rappelez ce gars qui avait été présenté applaudi même au Parlement. Canadien par tous, et après coup, voilà. Oh là là, zut, il était membre des SS. En réalité, les Britanniques avaient déplacé quelques milliers de ces anciens combattants SS, pour les mettre en réserve au Canada, les mettre en réserve en vue d'une opération clandestine en Ukraine. Et on était en 1945-46 à l'époque. Je crois que quand ils ont été déplacés vers le Canada, c'est 46. Donc, ce qui veut dire que très tôt, les Européens avaient déjà des idées de reconquérir ou de redéstabiliser l'Union soviétique en passant par l'Ukraine. Et en 1957, donc la CIA, dans cette dynamique, il y a vraiment une continuité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la CIA a planifié l'engagement des forces spéciales américaines. Et donc, il y a un document de planification qui est extrêmement détaillé, qui prend en compte tous les facteurs qui permettraient la mise en place de forces subversives ou de mouvements de guérilla en Ukraine. Et vous retrouvez sur cette carte, qui est absolument géniale, c'est passionnant, parce qu'elle a été mise en regard d'une carte qui a été de la carte des élections de 2004. Oui. Alors j'ai repris ces deux cartes, et j'ai repris la carte de 2004, et je l'explique d'ailleurs dans mon livre, pas simplement parce que j'ai choisi cette élection, mais parce que c'est dans la presse ukrainienne qu'on a relevé cette similitude. Et je me suis inspiré d'ailleurs d'un document qui sort de la presse ukrainienne. Donc les Ukrainiens eux-mêmes sont au courant de ça. Donc quand on parle aujourd'hui de cette partie de l'histoire que l'Occident a délibérément écartée, les Ukrainiens, eux, savent qu'ils sont exploités par les Occidentaux depuis très longtemps. Ça, c'est incroyable. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ces deux cartes dans ce... C'est ça, je pense que c'est fondamental. Si vous voulez bien, on va prendre un peu de temps. Et les combats se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine après les pourparlers de paix de lundi. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient frappé les ateliers de production de drones ukrainiens, ainsi que les dépôts de munitions ukrainiens et des troupes ukrainiennes dans plus de 150 zones au cours de la journée écoulée. Il a également indiqué que 2 missiles de croisière Storm Shadow et 316 drones ukrainiens avaient été abattus. Les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine ont abattu 52 cibles aériennes dans l'Est, le Sud et le Nord. Les bombardements et les attaques de drones ukrainiens ont provoqué des coupures d'électricité sur le territoire contrôlé par la Russie, dans les régions de Zaporijjia et de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Les responsables affirment que les opérations n'ont pas été affectées à la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande installation nucléaire d'Europe. Donc c'est absolument fantastique d'observer ça. Et donc les Ukrainiens sont très conscients de ça. Et ils sont très conscients qu'ils sont utilisés par les Occidentaux. Et c'est ça qui détermine d'ailleurs aujourd'hui une hostilité grandissante des Ukrainiens. Je ne parle pas des Russes ukrainiens, mais des Ukrainiens, si vous me passez l'expression, contre le gouvernement de Kiev. Oui. Ce qui montre d'ailleurs que tout ce que vous entendez ici sur les médias, ce qu'on appelle les médias de grand chemin, c'est en fait l'expression du gouvernement de Kiev, mais non de la population ukrainienne. Et ça, si vous voulez bien aussi, je vais vous citer, parce que vraiment, cette partie-là est absolument passionnante. Donc vous allez complètement à contre-courant de ce qu'on peut entendre un peu partout dans les médias, c'est-à-dire opération coup de poing, Pearl Harbor contre la Russie. Et vous voyez plutôt une semaine noire pour Zelensky. Oui, parce qu'en réalité, justement, l'opération qui a été lancée est faite pour essayer de rééquilibrer la situation dans laquelle se trouve Zelensky. Il faut rappeler que d'abord, il s'est vu opposer un refus assez catégorique du chancelier Friedrich Merz sur l'emploi des Taurus. Vous savez que Merz avait dit qu'il était prêt à livrer des missiles de longue portée Taurus à l'Ukraine. Les Russes ont immédiatement réagi en considérant que si c'était fait, tout tir de Taurus contre leur territoire serait considéré comme une participation directe de l'Allemagne à la guerre.
Merz a fait machine arrière. Il a dit néanmoins qu'il aiderait les Ukrainiens. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'il est très récent, c'est l'élection du nouveau président polonais, dont on sait qu'il est particulièrement hostile aux Ukrainiens pour des raisons historiques, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il le sera tout autant sur un plan pratique, mais c'est quand même quelque chose d'important. Troisième élément, en Ukraine, l'armée russe avance progressivement vers l'ouest. Alors certains parlent d'une offensive estivale, je n'y crois pas. Je pense qu'ils parlent d'une offensive estivale pour dire un jour que cette offensive a échoué parce qu'elle n'a pas été aussi performante. Pour l'instant, c'est le grignotage qui continue. La situation est particulièrement critique dans la région de Soumy et on voit bien que les forces russes avancent de plus en plus vite, même si c'est progressif dans la région de Donetsk. Et puis, quatrième point, les négociations ont repris à Istanbul, mais une nouvelle fois, elles n'ont débouché sur rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir les conditions que demande maintenant Vladimir Poutine. C'est très clair. Il demande aux Occidentaux de s'engager sur le fait que ni l'Ukraine, ni la Géorgie, ni la Moldavie n'adhéreront à l'OTAN. Il veut que ce soit écrit noir sur blanc. Il exige que l'OTAN lève les sanctions contre la Russie. Il attend aussi le retrait des forces ukrainiennes des 4 oblasts et la reconnaissance de la Novoroussia comme de la Crimée. Il veut que le traité soit approuvé par l'ONU, et puis il réclame des élections présidentielles et législatives à Kiev. Donc tout ça est très négatif pour Zelensky, ce qui a amené, alors c'est peut-être aussi une conjonction parce qu'il n'a pas déclenché l'opération Toile d'araignée spécifiquement pour cela, mais on a vu cette opération qui est une très belle opération, il faut le dire, elle est très, très bien planifiée, très bien réussie. Maintenant, il faut avoir 2 éléments à l'esprit, à mon avis. Les dégâts, entre les 6 avions que les Russes disent avoir été détruits et les 40 que revendiquent les Ukrainiens. Il faut trouver un juste milieu. La douzaine est pour l'instant le chiffre qui me semble le plus correct. On voit des tas d'images fantasmagoriques sur les réseaux sociaux. C'est de l'IA d'ailleurs qui donne l'impression qu'il y a eu 200 avions russes détruits. Mais en tout cas, c'est une très belle opération. Et puis, il faut rappeler que parallèlement, Kiev avait lancé un certain nombre d'attaques aussi sur des usines d'armement le même jour. Donc, on est sur quelque chose qui est assez réussi. Par contre, il faut se dire que les Ukrainiens n'ont jamais pu monter et réussir une opération comme ça seuls, quelle que soit leur créativité, quelle que soit leur volonté de combattre, sans une aide occidentale, et je pense là directement aux Britanniques, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible à mon sens. La Maison-Blanche a reconnu qu'elle n'était pas au courant de l'opération, ce qui me paraît assez plausible. Dire que la CIA n'a pas participé, ça c'est un autre élément qu'il faudra prouver. Par contre, je pense qu'il y a un rôle très important de l'ordre. Enfin, dernier aspect, c'est un acte qui ne sert à rien sur le plan militaire. C'est un acte de communication et c'est un acte extrêmement dangereux parce qu'il vise des bombardiers nucléaires. Et moi, j'attends avec avec vigilance la réaction des Russes parce que c'est quand même à la fois un vrai affront pour eux, non seulement sur le plan de l'offensive militaire, mais sur leur arsenal militaire. Et je me dis, qu'auraient fait les Américains à leur place si des bombardiers B-52 et B-1 avaient été touchés sur des bases américaines. Donc la grande inconnue, c'est comment Moscou va réagir à cette action. Des soldats français meurent en Ukraine, pas dans 10 ans, pas dans un scénario de guerre, maintenant. Et tout le monde fait comme si de rien n'était. La France a envoyé ses troupes depuis longtemps, en silence, sans débat public. Et aujourd'hui, des familles françaises pleurent leurs fils pour une guerre qui n'est pas la leur. Je suis coréen. Je sais ce que c'est, une guerre par procuration, un pays broyé entre des puissances. Et je vous le dis, ce que vous vivez, c'est le début d'un engrenage sanglant où la vérité meurt avant les soldats. Et pendant ce temps, les décideurs restent à l'abri, loin du front, loin des cercueils. Réveillez-vous. Ce n'est pas du courage, c'est un sacrifice imposé. Et il a déjà commencé. Et là, on est sur la zone 1 de la carte P, et donc c'est la péninsule de Crimée. Et je cite le rapport de la CIA, toujours. Dans 2 régions de l'Ukraine, les populations locales n'ont apparemment que peu de griefs contre le régime soviétique et n'aideraient probablement pas les forces spéciales. C'est écrit. Oui, c'est écrit, exactement. L'idée, c'est à quel point on va pouvoir aider les forces spéciales. Je cite un autre extrait, le Donbass, zone 2 de la carte P. Bon, ça c'est pour voir que tout est bien chapitré, titré, etc. Et là, on voit, je cite encore un extrait, les Ukrainiens sont minoritaires dans le Donbass et ceux qui y vivent sont pour la plupart urbanisés, parlent souvent le russe
et dans de nombreux cas ne se considèrent plus comme ukrainiens. Là, on est en 1957. Bon, d'abord, tout ce que disent les Russes, quand on dit c'est de la désinformation, qu'ils disent qu'ils ne se considèrent pas forcément comme ukrainiens, qu'il y a toujours eu 2 nations, etc. Bon, la CIA le reconnaît en 1957, mais surtout, elle prend acte que le Donbass est suffisamment perdu pour eux d'une certaine façon, qu'ils ne peuvent rien faire pour la récupérer. Enfin, on est vraiment dans une stratégie, et on voit que la stratégie américaine est bien en place à ce moment-là déjà. Et c'est exactement, on est dans un continuum complet. On remarque finalement en 2014, ceux qui ont planifié le Maïdan et tout ce qui s'ensuit se sont totalement inspirés de ce qui s'est passé avant. Ouais, c'est ça. Et je vous rappelle, je le mentionne aussi dans mon livre, mais qu'en 2019, la Rand Corporation avait esquissé une stratégie pour déstabiliser la Russie en partant de l'Ukraine et avait déjà dit faites attention parce que cette stratégie va conduire à des pertes de territoire pour l'Ukraine, va conduire à des pertes humaines pour l'Ukraine et va conduire l'Ukraine dans une paix défavorable. Oui, tout à fait. On est exactement dans ce modèle-là aujourd'hui même. Les Russes sont très mesurés parce qu'un acte comme celui-ci présente toutes les caractéristiques de vouloir entraîner le conflit vers une escalade, entraîner une guerre entre l'OTAN et la Russie. On a vraiment affaire avec les Ukrainiens à un régime de quasi-fanatiques. Ils sont en train de saper la sécurité nucléaire mutuelle mondiale qui a été établie depuis de longues années. Donc je crois que là, on est, je dirais, le mettre un terme à l'aide ukrainienne pour les empêcher de conduire ce genre d'opération totalement irresponsable me paraît essentiel. Et comme vous le disiez, les Russes veulent éviter la montée aux extrêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réagir, mais systématiquement, ils mesurent beaucoup leur réaction. Et la meilleure façon pour l'Ukraine d'obtenir un accord de paix qui ne soit pas la capitulation demandée par la Russie et d'installer un rapport de force avec Moscou sur le terrain. Y croyez-vous, Nicolas Mirkovitch, mener une escalade pour mieux négocier tout en réclamant un cessez-le-feu? C'est un peu antinomique. Donc soit on poursuit la guerre et on se donne les moyens de mener cette guerre à bout. Donc c'est le souci de l'OTAN et de l'Ukraine maintenant quasiment depuis 2014, parce que je rappelle que il y a d'abord une guerre civile entre Ukrainiens en 2014 et qui a été escaladée par l'invasion russe en 2022. Aujourd'hui, on voit que l'OTAN et l'Ukraine ont du mal. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure, ils sont en train de planifier certaines actions sur le territoire russe qui sont des actions non conventionnelles, et en même temps ils disent qu'ils veulent la paix. Donc c'est un peu difficile. On voit qu'il y a un double discours, et je crois que cela illustre qu'il y a dans le camp occidental, en tout cas atlantiste, deux têtes de file. Il y a une partie qui veut vraiment, derrière une partie de Trump, qui veut essayer de négocier la paix, qui veut négocier une fin de la guerre, et on voit encore qu'il y a ces vieux faucons de guerre atlantistes qui sont à l'origine de ce coup d'État du Maïdan de 2014 qui pousse Zelensky à la guerre. Certains diraient même que Zelensky est une marionnette de ces personnes-là. C'est ce que disait Mykola Azarov, l'ancien premier ministre ukrainien. Et donc il y a une espèce de conflit dans ce camp atlantiste, et c'est pour ça qu'on voit ces deux discours. D'un côté, on veut la paix, mais d'un autre côté, on mène des opérations militaires sur le territoire russe, on demande plus de moyens pour lutter contre l'armée russe. Donc c'est un peu compliqué de savoir quelle est la direction que le camp atlantiste veut prendre en ce qui concerne la Russie. De nouveau, comme vous l'avez souligné vous-même, les Américains avaient déjà fait des analyses sur la question de l'Ukraine, donc on connaît les faiblesses de la stratégie occidentale. Mais vous remarquez que tout ça n'est jamais mentionné dans les médias. Ah non, bien sûr, oui, voilà. Tout à fait. Et c'est là où la gestion du narratif intervient. C'est-à-dire que dans la gestion du narratif, eh bien, il faut écarter tout ce qui pourrait perturber le message que l'on transmet, qui est en fait celui du gouvernement ukrainien en réalité. Alors, ce qui est très intéressant, vous parlez également du projet Aerodynamics. Là, on était sur la carte P de la CIA de 1957. Et en 1960, on a ce projet Aerodynamics. C'est pareil, qui dit exactement ce qui s'applique aujourd'hui. C'est-à-dire, l'objectif du projet Aerodynamics est de permettre l'exploitation et l'expansion du mouvement de résistance ukrainien anti-soviétique à des fins de guerre froide et de guerre chaude. Exactement. Donc, et d'ailleurs, il a intitulé « Le front de la guerre secrète ». Et donc, à partir de là, en fait, on va voir, et donc là, je veux bien que vous nous racontiez un peu l'histoire, à quel point et comment, eh bien, on va instrumentaliser finalement les nationalismes ukrainiens, notamment, contre l'URSS, enfin, contre cet ennemi de l'Est.
Alors, c'est une histoire qui est très complexe et il faut vraiment se référer au livre parce que l'histoire du mouvement nationaliste, on pourrait même dire ultranationaliste, pour pas employer d'autres termes, ukrainien, est très complexe. Alors évidemment, les parties les plus proéminentes, celles qu'on évoque le plus souvent, c'est les liens entre Bandera et le Troisième Reich. Bien sûr. Mais Bandera, c'est aussi a été confronté au Troisième Reich aussi. Il n'a pas toujours été allié. Tout à fait. Parce que, en définitive, ce mouvement ultranationaliste ukrainien, il est ultranationaliste ukrainien, n'est-ce pas? Donc, il a une idéologie qui se rapproche des ultranationalismes, donc qui a inévitablement des points communs avec d'autres ultranationalismes, comme l'ultranationalisme allemand, appelons-le comme ça. Oui. Mais il n'est pas exactement identique et il n'a pas toujours été exactement identique dans l'histoire. Et de nouveau, la complexité vient, mais je l'avais évoqué dans d'autres livres. Vous voyez, quand on parle de la division Das Reich en France, et j'emploie le terme Das Reich, la division Das Reich, puisque la symbolique d'Azov, oui, on l'a vu encore il y a peu de temps. Ouais. Voilà, le Volksangel, n'est-ce pas, qui est le symbole de la division Das Reich, se retrouve dans le groupe Azov, où il a été utilisé pour symboliser l'acronyme ou l'abréviation, l'idée de nation, qui est I et N. Et c'est l'emblème montre en fait un N. Alors sur la division Das Reich, le N était inversé, mais c'est la même idée. Alors, en France, quand vous parlez de la division Das Reich, eh bien, on voit immédiatement Oradour-sur-Glane. Oui. Alors que quand vous parlez de la division Das Reich en Ukraine, ils voient la libération de Kharkov contre les Soviétiques. Eh oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce qui pour nous est évidemment diabolisé. Et à juste titre, parce que le massacre d'une population est à juste titre diabolisable. Oui, bien sûr. Non, mais c'était pas un jugement de valeur. Oui. Pour les Ukrainiens, la même division est héroïque. Oui. N'est-ce pas? D'où le fait d'ailleurs qu'on a eu beaucoup de problèmes et que d'ailleurs nos propres médias aient beaucoup de problèmes à gérer ces images. Et c'est pour ça que les médias ont tout simplement évacué tout le problème. Et ils ont dit que non, il y a rien à voir. Oui. Voilà, exactement. N'est-ce pas? Aussi, il y a quelque chose à voir. Et si on veut avoir une résolution du conflit, et si nous voulons avoir une relation, aussi je pense des Européens, une relation apaisée même avec surtout avec les Ukrainiens, à vrai dire, parce que je pense que les Ukrainiens nous en voudront de les avoir poussés dans cette guerre. Ça, c'est une réalité, je peux vous le dire, parce que j'ai beaucoup de contacts ukrainiens qui sont très irrités, pour dire le moins, par rapport aux Européens. Mais bref, il faudra comprendre ces mécaniques subtiles, n'est-ce pas? Que pour eux, ce qui pour nous est un crime, pour eux s'exprime dans un autre contexte qui est un contexte de libération. Oui, mais ça, en gros, la CIA et les services américains l'ont compris. Ils se servent d'un pion, entre guillemets, qui est là au bon moment, au bon endroit, qui va dans la bonne direction à ce moment-là. C'est exactement ça. Donc, les Américains ont toujours été extrêmement pragmatiques. Et c'est d'ailleurs, quand j'ai cité l'exemple de ces divisions SS qui s'est rendue aux Britanniques et que les Britanniques ont réservé, mis de côté, exactement, en vue d'opérations ultérieures, eh bien, c'est exactement ça. C'est une victoire tactique de la part des Ukrainiens et de l'OTAN. Il ne faut pas se leurrer. Les Ukrainiens, l'armée ukrainienne n'est pas capable de mener ce type d'attaque. Vous pensez, vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un derrière le SBU? Oui, on le sait. Hein, ça a été, on a suffisamment de témoignages, même au sein de journaux très atlantistes comme le New York Times, comme le Washington Post, de l'implication directe de responsables militaires de l'OTAN auprès de l'armée ukrainienne. C'est un secret pour personne. Une attaque comme celle-ci, qui a été préparée sur de nombreux mois, sur plus d'un an, avec des matériels sophistiqués. Il faut des images satellitaires dont les Ukrainiens, a priori, ne disposent pas. Donc, il y a bien quelqu'un qui leur a fourni ces informations. Il y a des conseillers. Donc, je pense que ce type d'attaque est une victoire tactique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est assez impressionnant. Des bombardiers capables de transporter des nucléaires, détruits par des petits drones. Par des drones, voilà. Si on compare le coût de ces bombardiers par rapport au coût des drones, c'est évidemment une victoire pour l'armée ukrainienne. Il faut leur accorder cela. Pour autant, est-ce que cela va changer la nature de la guerre? Non, je pense que ça va obliger les Russes à être beaucoup plus vigilants. Je pense que ça a excité l'aile guerrière côté russe. Il faut pas oublier non plus que Poutine a dans son entourage, ou
un peu plus loin, mais pas trop loin quand même, des personnes qui veulent qu'il intensifie la guerre en Ukraine, qu'il enlève les gants et qu'il emploie les moyens dont dispose l'armée russe pour avancer plus rapidement. Ça, c'est sûr et certain que cette partie-là de l'administration russe va demander des comptes. Comment est-ce que les Ukrainiens ont été capables de mener ça? Pourquoi est-ce que ces bombardiers n'étaient pas protégés? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'investissement dans des espèces de hangars en béton qui auraient protégé ces avions? Donc je pense que c'est un coup tactique, mais c'est un coup qui intervient juste avant, la veille quasiment, des négociations de paix. Donc ça, c'est l'antinomie. Donc quel est le but? Je pense que le but est de montrer aux Russes qu'à partir de maintenant, le camp atlantiste qui veut la guerre est prêt à frapper n'importe où en Russie et est prêt à escalader. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est, je crois que c'est ce que vous étiez en train de dire avec votre interlocuteur précédent, c'est l'immobilisme, le silence pesant de Donald Trump, qui avait une opportunité extraordinaire dans cette affaire, c'était d'être de remplacer les Français finalement, de ramener la discussion entre les deux camps et d'amener sur la table des négociations qui aboutissent à un plan de paix. Bon, ça nécessitait la recomposition stratégique, je dirais, des relations entre les États-Unis et la Russie. Hein. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est en train de manquer on est en train de louper le coche, si je puis dire. Et c'est bien dommage, parce que c'est non seulement la paix dans la région, mais c'est peut-être la paix du monde qui est en danger aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui la réaction des Russes à tout ce qui se passe, à juste titre, ils peuvent dire que nous n'avons pas été de bonne foi avec eux dès le départ. Puisque déjà, après la guerre, après avoir été nos alliés, en fait, ils étaient déjà nos ennemis. Je pense que ça, c'était plus qu'un avertissement pour l'armée russe, et il faudrait qu'elle en tire les conséquences et qu'elle réagisse par rapport à ça. Pour autant, ça ne va pas changer la stratégie russe, qui est claire depuis le départ. Je pense que c'est ça ce qui est important, c'est que... C'est-à-dire que ce que demandent les Russes disent qu'ils ne peuvent pas avoir une armée anti-russe sur sa frontière. Pourquoi? Parce que quand on lit des livres d'histoire, c'est à travers cette frontière ukrainienne, enfin aujourd'hui qui fait partie de l'Ukraine. L'Ukraine, je rappelle que c'est une création du début du XXe siècle et que son indépendance est acquise que depuis 1991. Donc c'est un État récent, mais c'est à travers ces plaines qu'on appelle d'Ukraine ou de la Biélorussie qu'ont tenté d'envahir la Russie les Suédois, les Polonais, les Lituaniens, les Français, les Allemands, 2 fois. Donc les Russes disent on ne veut pas d'organisation anti-russe. Et le problème, c'est que depuis le coup d'État de 2014... L'Ukraine hors de l'OTAN, l'OTAN hors de l'Ukraine. C'est exactement ça. La Russie demande la neutralité de l'Ukraine parce que c'est un territoire qui n'est pas neutre dans l'histoire de la Russie, et avoir une organisation radicalement anti-russe, ce qui est le cas de l'OTAN. Au lieu de rentrer dans l'OTAN, l'Ukraine rentrerait dans une autre association, mais qui ne serait pas, ou organisation militaire, qui ne serait pas anti-russe. Il n'y aurait pas ce type de problème. Ce que disent les Russes, c'est qu'ils ne veulent pas d'armées hostiles sur leurs frontières. Ils ne veulent pas non plus de cet état d'esprit anti-russe qui est véhiculé partout en Ukraine aujourd'hui depuis 2014. Le grand-père d'Ursula von der Leyen travaillait déjà à l'intégration économique de l'Ukraine dans la grande Europe imaginée par les nazis. Le grand-père de Victoria Nuland, qui est la sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques et qu'on a vu très active lors de Maïdan, sous-secrétaire d'État américaine pour les affaires politiques, a quitté la région d'Odessa au début du XXe siècle pour échapper au pogrom. L'arrière-grand-père d'Antony Blinken, secrétaire d'État américain, avait quitté Kiev pour la même raison. Le grand-père de Chrystia Freeland, vice-première ministre de Justin Trudeau, était un collaborateur ukrainien du Troisième Reich qui a trouvé refuge au Canada. Bon, bref, il y a des généalogies intéressantes. Vous pouvez ajouter Kaja Kallas, etc. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans un de mes livres précédents, j'avais parlé de cette guerre comme étant un peu la révolte des petits-enfants ou la revanche des grands-parents d'une certaine manière. Parce que pratiquement, enfin pas tous, mais une grande partie des acteurs qu'on a aujourd'hui... Des acteurs fondamentaux, là. Oui. Exactement, sont des gens qui sont issus de régions de la région et donc qui ont, si vous voulez, une sorte d'animosité atavique, on pourrait presque dire, contre les Russes. Oui. Donc on est sur une dimension qui est quand même assez dérangeante. Je pense que c'est la première fois qu'on a ça dans un conflit où les gens sont pratiquement... par leur famille, par leur généalogie, impliqués dans le conflit d'une certaine manière. Et ça implique, quand on voit typiquement Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, on voit qu'il n'y a pas de discours possible avec
avec les Russes. Ouais. Et je vous rappelle que en septembre 2022, c'est Ursula von der Leyen qui, après les différentes initiatives, je rappelle les différentes initiatives de Zelensky, c'est-à-dire des Ukrainiens, pour se rapprocher, pour avoir un dialogue avec les Russes, en février 2022, mars 2022, août 2022, Ursula von der Leyen en septembre dit on ne peut pas, on ne doit pas discuter avec les Russes. Il n'y a pas d'apaisement possible. Et c'est 2 semaines après, le 30 septembre, que le gouvernement, ou plutôt le Conseil de sécurité nationale ukrainien, décide d'interdire les négociations avec... Et c'est exactement cette interdiction qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui le 4 juin, on a ces négociations qui sont en cours à Istanbul, enfin qui ont eu lieu ces derniers jours. Mais ces négociations sont entachées par cette impossibilité de négocier avec les Russes. Ce qui fait que les Russes ne savent toujours pas si la négociation qu'on cherche à engager à Istanbul sera validée ou non, puisque la loi ukrainienne même l'interdit. Selon Reuters, qui a eu accès au mémorandum, aux notes des diplomates ukrainiens à Istanbul, Kiev refuse bien sûr la reconnaissance des territoires annexés par la Russie, mais estime aussi qu'elle n'a pas à se voir imposer la neutralité que vous évoquez, imposer la neutralité par la Russie. À votre avis, Nicolas Mirkovitch, l'Ukraine peut-elle tenir encore longtemps à tout refuser ? C'est le calcul, c'est ce que disent les Russes. Ils disent, si vous n'acceptez pas qu'on récupère ces 4 territoires qui, jadis, appartenaient à la Russie. Alors évidemment, il peut y avoir un débat, une discussion. Il y en a un 5e qu'on n'évoque plus parce que c'est la Crimée. C'est la Crimée, oui. On a l'impression que ça, c'est déjà acquis. Mais ce que disent les Russes, c'est que si c'est pas... Et d'ailleurs, c'est ce que dit Alexei Orestovitch, qui est l'ancien conseiller de Zelensky. Il dit, si on ne se met pas d'accord sur la sécession de ces territoires à la Russie maintenant, ils en reprendront 7, 8, 9, 10 plus tard, parce qu'il y a encore d'autres régions majoritairement russophones, ou qui pourraient même être pro-russes, qui sont sous le contrôle de l'armée ukrainienne aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas accéder à cette demande russe maintenant, plutôt que de prendre le risque de voir les lignes militaires ukrainiennes s'effondrer, de voir le pouvoir ukrainien s'effondrer et que les Russes avancent jusqu'à Kiev et récupèrent Kiev, qui, dans l'histoire de la Russie, est la mère de toutes les villes russes, dans les chroniques de Nestor du Moyen-Âge. Donc je pense que au bout d'un moment, il faut faire un calcul, une décision. Zelensky, aujourd'hui, joue la partition des atlantistes qui veulent la guerre avec la Russie parce qu'ils ne veulent pas d'une puissance importante sur le continent eurasiatique. Ils ne veulent pas d'une puissance qui n'achète pas américain et qui ne se plie pas aux directives américaines. Je travaillais à l'OTAN à ce moment-là et j'ai reçu des vidéos montrant des gars habillés avec, vous savez, comment c'est... supplétifs de Blackwater, renommés Académie parce qu'ils avaient commis des crimes de guerre en Irak. Donc il a fallu, plus que contestable, c'est des vrais crimes de guerre. Et puis là, ils ont dû changer de nom pour changer de raison sociale de façon à échapper à des poursuites juridiques. Toujours est-il que on avait des vidéos de ces gars dans les rues de Kiev qui gueulaient des ordres en américain avec des M16 et des choses comme ça. Ouais. Donc et j'avais transmis d'ailleurs les documents. Vous l'aviez transmis vous en tant que à l'OSCE. Donc j'avais il y a des ambassadeurs à l'époque en 2014, la Suisse avait la présidence de l'OSCE. Donc je connaissais tous les ambassadeurs qui étaient dans la troïka qui dirigeait l'OSCE, enfin qui était en charge de la présidence de l'OSCE. Donc je leur ai envoyé ces documents, disant mais attention, on a des Américains qui sont impliqués. Et c'est resté lettre morte. C'est resté totalement lettre morte. Donc là, vous avez compris ce qui se passait. Ah oui, non mais là, on avait déjà compris que depuis longtemps qu'il y avait une énorme manipulation qui était derrière. Et puis, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que la Suisse n'était plus neutre à ce moment-là. Oui. Même aujourd'hui, vous avez Keith Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Trump, un ancien militaire, qui parle de cette guerre en Ukraine comme une guerre par procuration entre puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, parle d'une guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis, comme Boris Johnson. C'est-à-dire qu'en dehors du monde européen, tout le monde reconnaît que c'est une guerre entre les États-Unis et l'OTAN contre la Russie. Il n'y a qu'en France qu'on parle de l'Ukraine. Jusqu'à combien de temps va durer l'Ukraine ? L'Ukraine de Zelensky
parce qu'il n'y a pas que cela, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ne sont pas pour Zelensky. L'Ukraine de Zelensky ne tiendra que tant qu'elle aura le financement, l'aide militaire, tactique et stratégique de la part des pays membres de l'OTAN. Alors Zelensky, il y a 48 heures ou presque, réclamait 250 milliards d'euros pour continuer ce conflit. Mais évidemment, si Trump semble moins répondre à ces coups de téléphone, cela repose sur les Européens, sur l'Union européenne. Oui. Je pense que la stratégie de Trump est la suivante. Trump ne peut pas financer des guerres dans le monde entier. Il doit répondre aux demandes des Américains d'augmenter le pouvoir d'achat. C'est la raison principale pour laquelle il a été élu. Aujourd'hui, il sait que pour augmenter le pouvoir d'achat des Américains, il y a pas mal de réformes qu'il doit mener aux États-Unis, qu'il a commencé. Les Américains ne vont pas voir les fruits de ces réformes tout de suite, mais un élément qui va aider Donald Trump, c'est s'il peut réduire ses dépenses budgétaires. Plus de 700 bases militaires américaines dans le monde ont un coût. Les guerres que les Américains mènent au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, ont un coût. Donald Trump veut se retirer de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il veut les milliards de dollars que le contribuable américain ont versés dans ce tonneau des Danaïdes ukrainien ne vont rien rapporter aux États-Unis. Peut-être quelques terres rares ou je ne sais pas ce qu'ils vont découvrir dans la négociation qu'il y a eu qui a fait Washington. Et cet argent, ils veulent l'investir ailleurs, aux États-Unis ou peut-être dans d'autres zones de tension dans le monde, notamment en Asie. Le problème, c'est que Trump se rend compte qu'il n'est pas l'homme le plus puissant au monde et que son aile néoconservatrice, qui veut la guerre, qui veut alimenter le complexe militaire-industriel, veut maintenir l'effort de guerre en Ukraine pour contenir la Russie. Parce que tant que vous avez la guerre en Ukraine, eh bien, les Russes ne vont pas, au moins de moyens pour aller se déployer, pas forcément militairement, mais économiquement, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, parce que ça absorbe beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Donc, ils veulent fixer la Russie par cette guerre en Ukraine, et en même temps, ils se rendent compte que les Européens ne peuvent pas financer, ne peuvent pas continuer à aider, ni même armer l'Ukraine. Donc, on va se retrouver dans une situation où les Américains pourraient se désengager, les Européens prennent le relais et achèteraient américains. Donc, si vous voulez, ça serait bénéfique pour le Donald Trump pourrait dire à son complexe militaire industriel, regardez, c'est bon, vous avez quand même des commandements d'armes, sauf que nous, on va dire qu'on n'est pas impliqué là-dedans. On va certainement vous laisser quelques conseillers militaires, mais on se désengage et ça ne va rien nous coûter. Au contraire, ça va nous apporter de l'argent. Dernière question tout de même. Sur cette histoire du bataillon Shaman qui est créé la veille de l'opération spéciale russe. Est-ce que vous croyez que c'est eu un hasard ou... Non, c'est pas un hasard. Les Ukrainiens, les Américains et les Ukrainiens savaient que quelque chose allait se passer, qu'ils allaient provoquer une intervention russe, exactement comme j'ai dit tout à l'heure sur le modèle de ce qui s'était passé en Géorgie. Et déjà là, on avait... D'ailleurs, quand vous regardez en 2021, il y a toute une série de mesures, de création de forces spéciales, d'unités spéciales, qui montrent qu'en réalité, ils s'attendaient très bien. Ils étaient déjà dans une guerre dans la profondeur du territoire russe. Oui, déjà dans leur action secrète et dans leur guerre secrète. En fait, les Américains n'ont jamais... Enfin, c'est même eux qui ont commencé leur guerre secrète, concrètement. Ah oui, totalement. Oui, et pas depuis 2014. Oui. Depuis bien avant, on est dans une continuité historique même. Oui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. C'est-à-dire que on connaît la façon de faire de Donald Trump. Il fait des effets d'annonce, il dit qu'il va faire plein de choses. On sait que tout n'est pas vrai, donc il y a un peu à boire, à manger dans ce que dit Donald Trump. Aujourd'hui, le fait qu'il puisse régler la situation ukrainienne en 24 heures, c'était évident que ce n'était pas possible. Ça, j'ai jamais cru. Et je sais que la raison profonde est la suivante, c'est que Trump négocie avec Poutine par leurs intermédiaires interposés beaucoup d'autres choses qui ne concernent pas que l'Ukraine. L'Ukraine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ils vont négocier sur le nucléaire, sur les terres rares, sur le commerce, sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Arctique. Donc du coup, ils vont parler de tous ces sujets-là. Et l'Ukraine est un des éléments de ces négociations. Donc forcément, ça va prendre du temps. Je pense aussi, de nouveau, que Trump se rend compte qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Le président américain a un entourage administratif, militaire, économique, qui lui met la pression, Et plus Trump va tarder à trouver une solution en Ukraine, plus il va se décrédibiliser aux yeux du peuple américain qui va dire, attendez, non seulement on attend que vous augmentiez le pouvoir d'achat, mais en plus vous avez dit que vous allez régler le problème en Ukraine, non seulement on voit que le problème n'est pas réglé, mais qu'en plus la guerre a l'air de se rapprocher d'un affrontement nucléaire. Donc on peut parler d'un peu de déception, mais si on garde la tête froide, ce genre de négociation prend du temps. Donc. Quand on parle du territoire, et quand on parle de véritable guerre frontale, ce sont les Russes qui gagnent malgré tout.
Oui. Donc, à quoi bon cette guerre secrète, ces opérations clandestines, tout cet investissement, ce narratif qui suit, pourquoi faire? Eh bien, je rappelle que la finalité de cette guerre, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Occidentaux, typiquement la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, continuent à soutenir l'action militaire sur le terrain, malgré le fait que l'Ukraine perde, parce que, au final, l'idée, c'est de créer une crise politique en Russie. Ce qu'on voudrait, c'est un changement de pouvoir en Russie. L'objectif final, comme l'a dit Kaja Kallas, qui, je le rappelle aujourd'hui, est la ministre des Affaires étrangères, si vous me passez l'expression, de l'Union européenne, l'objectif final, c'est le démantèlement de la Russie. Encore un dossier qui remonte à la surface. L'Ukraine, aux négociations d'Istanbul, l'Ukraine demande le retour de plusieurs milliers, 19 000 d'ailleurs, enfants qui auraient été kidnappés par la Russie dans l'est de l'Ukraine ou à l'est de l'Ukraine, vous choisissez. Donc Kiev accuse formellement Moscou d'avoir volé en fait des enfants. La Russie rétorque que ce sont des allégations fausses, que ces enfants ont été mis à l'abri des zones de combat. L'affaire n'est donc pas neuve, elle date presque du début du conflit. Doutez-vous des arguments de l'une ou de l'autre partie sur ce dossier particulièrement sensible? Non, je pense que, vous savez, en cas de guerre, il y a des familles qui sont déchirées. Moi, je connais des personnes dont les familles se retrouvent chacune d'un côté de part du front de la frontière. Vous avez des militaires qui vont entrer dans un village qui a été bombardé ou qui a été attaqué, quel que soit le camp. Vous avez des personnes qui sont parties dans plein de directions différentes. Et parfois, il y a des enfants qui sont abandonnés. Il y a des familles qui sont séparées. Donc ça, c'est un fait. Ça ne concerne pas des dizaines de milliers d'enfants. Ça, c'est clair et net. Ce sont des aléas terribles, dramatique de la guerre, mais vous avez aussi des orphelinats, tout simplement, c'est des orphelinats où des enfants, quand la guerre se rapproche d'une ville, les Russes et les Ukrainiens font la même chose. N'importe quel État fait ça, il enlève de la ligne de front les plus fragiles. Et donc, qu'il y ait des discussions aujourd'hui entre Moscou et Kiev sur le retour de personnes qui sont, typiquement des enfants, que peut-être des parents de l'autre côté de la ligne de front voulaient récupérer, qui étaient dans des orphelinats, c'est en cours. Et la Russie a déjà renvoyé à Kiev plusieurs enfants qui étaient identifiés comme qui avaient des parents qui avaient clairement montré leur désir de les récupérer. Donc c'est une discussion. Je pense qu'il y a eu beaucoup de communication, de propagande autour de ce sujet, des dizaines de milliers d'enfants. Je pense qu'on est loin de ça. Qu'il y ait des cas d'enfants à gérer, oui, c'est clair, mais je rappelle que ça marche un peu dans les deux sens. Et je sais aussi que côté russe, ils ont rapatrié en effet des orphelins pour les éloigner de la ligne de front, quoi. Donc, mais ces enfants étaient dans des orphelinats, n'étaient pas juste abandonnés, n'étaient pas dans les écoles. Est-ce la fin de la bonne entente entre Donald Trump et Elon Musk? Sur son réseau social X, le milliardaire n'a pas hésité à tacler le méga-projet de loi budgétaire du président américain dans des termes sans équivoque. Je suis désolé, mais je n'en peux plus. Ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux et bourré de cochonneries, est une abomination dégoûtante. Honte à ceux qui ont voté en sa faveur. Vous savez que vous avez mal agi. Vous le savez. Cela augmentera massivement le déficit budgétaire, déjà gigantesque, pour le porter à 2500 milliards de dollars et fera peser sur les citoyens américains une dette insoutenable. Une attaque virulente qui pourrait signer la fin de l'amitié entre le milliardaire et le président. Interrogé sur cette sortie d'Elon Musk, la porte-parole de la Maison-Blanche botte en touche. Le président connaît déjà la position d'Elon Musk sur ce projet de loi. Cela ne change pas l'opinion du président. C'est un grand et beau projet de loi et il s'y tient. Quelques jours auparavant, les deux hommes disaient se quitter en bons termes après la fin de la mission d'Elon Musk à la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, supprimant des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires et coupant à l'aveugle de nombreux budgets d'agences gouvernementales. Et incapable de tenir sa promesse de réduire de 1000 milliards de dollars la dépense américaine. L'homme le plus riche de l'histoire n'aurait en réalité réussi à économiser qu'entre 2 et 12 milliards de dollars selon les sources. Son départ de la politique n'est sans doute pas celui qu'il avait imaginé. Côté de Taïwan, entre Taïwan et la Chine, et évidemment les États-Unis dans tout ça. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se produire en Chine, autour de la Chine, c'est que à l'occasion du sommet de Shangri-La qui a lieu à Singapour, qui est l'équivalent du sommet de Munich pour la sécurité en Extrême-Orient, eh bien Peter Hegseth, le ministre de la Défense américain, a déclaré qu'une attaque imminente de la Chine pourrait avoir lieu sur Taïwan. Alors, ça paraît hors de contexte, mais ça nous fait penser également à ce qui s'est passé fin 2021 et début 2022, quand les Américains
Américains criaient au loup en disant les Russes vont attaquer l'Ukraine. Donc on est amené à se demander s'il n'y a pas là quelque chose de similaire. En fait, une telle déclaration, elle est plus politique pour l'instant. Il semblerait effectivement que des membres de l'administration chinoise aient refusé de vendre des terres rares aux Américains en vertu d'un accord qui existait entre les deux pays. Et cette bureaucratie l'aurait fait sans nécessairement avoir l'accord de Xi Jinping. Donc là, ça aurait mis les Américains dans une situation de fureur assez forte, et d'où ces déclarations un peu violentes que l'on entend. Bon, il est indéniable qu'il y a par ailleurs un accroissement des manœuvres chinoises autour de Taïwan, notamment avec leur porte-avions. Mais rappelons que les Chinois, finalement, ont toujours dit que leur but, c'était 2049, pour le centenaire de la création de la République populaire de Chine, que Taïwan devait rentrer dans le giron de la mère patrie. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un petit peu de menace réelle. Le ministre états-unien de la Défense, M. Pete Hegseth, intervenait le 24 mai au Shangri Dialogue de Singapour, le plus important forum sur la sécurité et la défense en Asie. Son intervention résume la stratégie mondiale actuelle des États-Unis, qui tiennent en quelques axes, à savoir, premièrement, se désinvestir d'un certain nombre de terrains jugés secondaires, deuxièmement, exiger des alliés des États-Unis un effort colossal d'armement pour compenser ce retrait relatif états-unien, troisièmement, concentrer tous les efforts militaires états-uniens sur la région Indo-Pacifique afin de contrer la pseudo-menace chinoise. Le second volet de l'intervention du ministre états-unien porte sur cette menace. Je cite, « La Chine se prépare clairement et de manière crédible à potentiellement utiliser la force militaire pour modifier l'équilibre des forces en Asie-Pacifique. Elle souhaite dominer et contrôler la région et s'entraîne tous les jours à une invasion de Taïwan. Pour cette raison, et dans ce contexte, les États-Unis considèrent l'Asie-Pacifique comme le théâtre prioritaire. Notre stratégie vise à dissuader toute agression par la Chine communiste. L'Amérique est fière d'être de retour en Indo-Pacifique et nous sommes ici pour y rester. » Fin de citation. La réaction chinoise fut immédiate. Un communiqué des affaires étrangères chinois explique, je cite, « Ces propos sont provocateurs et visent à semer la division. Nul pays au monde ne mérite d'être qualifié de puissance hégémonique, à l'exception des États-Unis eux-mêmes, qui sont également le principal facteur déstabilisateur de la paix et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique. » L'un des plus importants pèlerinages religieux au monde a démarré. Plus d'1 million de musulmans venus du monde entier sont en Arabie Saoudite pour réaliser le Hajj. Un rite qui commence ici à la Mecque, à la mosquée Al-Haram, où se trouve le plus important sanctuaire de l'islam, la Kaaba. Honnêtement, c'est un sentiment indescriptible. Je remercie Dieu de nous avoir accordé ce sentiment et je le souhaite à tous les musulmans croyants. Les pèlerins réalisent leur première prière, mais la guerre au Moyen-Orient reste dans l'esprit de tous. Les habitants de la Palestine, de Gaza, que Dieu leur accorde le soulagement de ce tourment. Je prie Dieu de leur faciliter la tâche et de leur accorder la victoire. Nous prions Dieu pour eux et ce qu'ils ont perdu dans ce monde. L'autre préoccupation des pèlerins et des autorités, c'est la chaleur. Les températures dépassent déjà les 38 degrés et devraient largement franchir la barre des 40 degrés dans les prochains jours. L'Arabie Saoudite a déployé dès mardi plusieurs milliers de volontaires pour aider au bon déroulement du pèlerinage. Pendant ces jours saints, nous nous portons volontaires pour fournir de l'eau aux pèlerins et pour les soulager de la chaleur. Alors que plus de 1300 fidèles ont péri sous les fortes chaleurs l'an dernier, les autorités multiplient les mesures pour éviter un nouveau drame. 71 nouveaux points d'urgence sanitaire sont répartis sur les lieux saints, tandis que 50 000 mètres carrés de zones d'ombrage ont été ajoutés dans les allées. Plus de 400 unités de refroidissement de l'eau ont été aussi installées. Et pour les pèlerins, le Hajj devrait se conclure le 9 juin prochain. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez, vous, sur l'attaque d'un convoi humanitaire des Nations Unies hier au Soudan. Oui, alors c'est curieux de parler du Soudan. La plupart des Français ne savent même pas où ça se trouve. C'est du moins ce que m'ont dit les confrères. Mais avec ce raisonnement, l'Ukraine n'aurait jamais été leur sujet de reportage préféré, car personne ne savait où situer le Donbass sur la carte. Et pareil avec l'autre thème obsédant de l'actualité étrangère, qui parlerait de Gaza si ce n'était pas Israël qui l'assiégeait. Le Soudan, donc, en vrac. Le pays du Nil bleu et du Nil blanc, le plus grand d'Afrique avant que le Sud fasse sécession, la charnière entre l'Afrique et le monde arabe, et depuis 3 ans,
la guerre qui n'est pas vraiment civile puisqu'elle oppose militaires et paramilitaires. Elle a fait des dizaines de milliers de morts, 14 millions de déplacés, 4 millions de réfugiés qui ont envahi les pays voisins. Elle a provoqué la famine et le choléra. C'est sûrement moins excitant que le Donbass ou Gaza, puisque les médias y restent indifférents. Effectivement, les organisations internationales et les humanitaires s'y impliquent, la preuve. Le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF ont envoyé de l'aide aux habitants d'El Fasher et aux camps de déplacés alentours. C'est la capitale régionale du Darfour, assiégée depuis 1 an par les paramilitaires. Les familles crèvent de faim. Ce n'est pas une image, ce n'est pas de la propagande. La famine tue dans le Darfour. À Port-Soudan, sur la mer Rouge, une quinzaine de camions a chargé du riz, du lait en poudre, des conserves, et le convoi a roulé sur près de 2000 kilomètres. Les belligérants étaient tenus évidemment à l'avance informés de l'itinéraire. Il était près du but, à Coma, la bien nommée, et soudain, les obus sont tombés, ou bien les drones kamikazes, on ne sait pas trop. Les camions ont été incendiés avec leur contenu et leurs chauffeurs. 5 morts, des blessés. Évidemment, militaires et paramilitaires s'accusent mutuellement et comme les deux bombardent les civils et entravent l'aide humanitaire, les deux versions sont crédibles. Le secrétaire général de l'ONU a réclamé une enquête urgente. Il y a 1 semaine, il dénonçait déjà les bombardements meurtriers d'un hôpital à l'artillerie lourde par les paramilitaires. Si vous ajoutez à cela que les services de santé sont débordés désormais par l'afflux des malades atteints du choléra, comme dans la capitale Khartoum, vous réalisez qu'Antonio Guterres parle dans le vide. Quel est l'enjeu de cette guerre au Soudan, Vincent ? Eh bien, c'est la lutte à mort de 2 tueurs professionnels, le chef de l'armée régulière qui a fait un putsch il y a 4 ans, le général Al-Bourhan, et son ancien bras droit, Hamdi, le patron des paramilitaires qu'on appelait autrefois les Janjaouides. Ensemble, ils ont commis le premier génocide du 21e siècle au Darfour. Ils ont ensuite débarqué le tyran, le président Omar el-Béchir. Le peuple les a acclamés. Rapidement, ils ont fait un 2e putsch contre ces civils qui prenaient la révolution au sérieux. Et enfin, ils se sont entretués. L'un est soutenu par l'Égypte, l'autre par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite arrose les 2 camps, la Chine les arme, l'Iran, la Russie, la Turquie, le Qatar, tous sont impliqués. Les 2 généraux ont mis à bas l'État, ils ont fait de Khartoum une ville fantôme et détruit les rares entreprises qui avaient résisté aux sanctions internationales. Les 2 savent que personne ne demandera de compte à celui qui l'emportera, que l'Occident s'en lave les mains, que la presse a mieux à faire, parce que, vous le savez, seule la souffrance des Gazaouis et des Ukrainiens mérite la une. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, é exército matando mulheres e crianças. Possivelmente todas as pessoas de bom senso no mundo, inclusive gente do povo de Israel, e vocês devem ter lido uma carta do ex-ministro de Israel, do ex-primeiro-ministro, criticando que não é mais uma guerra, de que é um genocídio. Vocês já viram carta de 1000 militares anunciando que aquilo não é mais guerra, é genocídio. Você não pode, a pretexto de encontrar alguém, matar mulheres e crianças, deixar crianças com fome. Eu não sei se vocês viram a cena de 2 crianças que estavam carregando farinha para comer e que foram mortas. Ou seja, é exatamente por conta de que o povo judeu sofreu na sua história que o governo de Israel deveria ter bom senso e humanismo no trato com o povo palestino. Eles se comportam como se o povo palestino fosse cidadão de 2ª classe. E nós temos dito há muito tempo, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino aqui na América do Sul, e eu volto a reafirmar, só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado, à terra demarcada, aquele acordo de 1967, que o governo de Israel não quer deixar de ser cumprido e todo dia manda a gente atacar o território palestino, inclusive tentando atacar a Cisjordânia para agredir produtores rurais palestinos. É isso. Ou seja, e vem dizer que é antissemitismo, precisa parar com esse vitimismo. Precisa parar com esse vitimismo também. É o seguinte, o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. Et vous soulignez que la situation n'est pas guère meilleure pour Netanyahou, Benjamin Netanyahou.
Oui, que pour Zelensky, parce qu'on a vu que Donald Trump avait averti la semaine dernière le Premier ministre israélien de ne prendre aucune mesure susceptible de compromettre les négociations entre les États-Unis et l'Iran sur le nouvel accord nucléaire. Et il a également révélé à l'occasion d'une interview en milieu de semaine dernière devant des journalistes qu'il avait demandé clairement à Netanyahou de ne pas attaquer l'Iran. Alors qu'on se souvient déjà qu'il y a un mois, il avait refusé de participer à une opération commune avec les Israéliens contre l'Iran en disant que c'était totalement dangereux. Ensuite, Netanyahou a déclaré mercredi au Parlement israélien que le chef du Hamas à Gaza avait été éliminé. Il s'agit de Mohamed Sinwar, le frère du cerveau des attentats du 7 octobre. Il est mort lors d'une frappe sur un hôpital. Voilà, donc ça, ce sont a priori les petits succès israéliens. On voit aussi le ministre de la Défense israélien, lui, commencer à clamer qu'ils allaient construire un État juif israélien en Cisjordanie. Donc là, on est au-delà de Gaza sur la volonté de recoloniser. Ouais. Et au-delà de ça, eh bien, on voit que plus de 18 mois après le 7 octobre, eh bien, Israël ne vient toujours pas à bout du Hamas. Et on doit le regretter parce que le Hamas est un mouvement extrêmement dangereux, mais que les victimes collatérales et la population civile sont toujours pris pour cible. C'est absolument scandaleux. Et ce que l'on voit, encore une fois, c'est de nouvelles personnalités majeures, soit de la communauté juive internationale, soit en Israël, qui protestent. En France, Jean Hartzfeld, qui est un écrivain, ancien journaliste de Libération, oui. Lui considère qu'effectivement Israël est en train de perdre son âme, hein, et qu'il craint les prémices d'un génocide. C'est même pour lui un renoncement aux valeurs juives. Et puis, ce qui est très important, en Israël, deux anciens premiers ministres, Ehud Olmert et Ehud Barak, et Barak étant lui-même un ancien général des forces spéciales, dénoncent la guerre totalement illégitime de Benjamin Netanyahou, parlent de crimes de guerre. Ils ont publié, notamment à Olmert, le 27 mai dernier, une tribune très virulente dans le quotidien Haaretz, en accusant Israël vraiment de commettre des crimes de guerre et d'avoir une politique délibérée, cruelle, illimitée et criminelle, ce qui est quand même très fort, bien sûr. Voilà. Alors ensuite, on voit bien que d'autres organismes comme Médecins sans frontières considèrent qu'on est en situation de famine, voire de génocide à Gaza, et on commence à avoir des critiques de la seule ONG qui a été autorisée à intervenir, qui est une ONG américaine, mais dont on sait qu'elle était composée d'anciens vétérans et de membres des armées, et maintenant un certain nombre de bruits circulent en disant que c'est une ONG de mercenaires, et raison pour laquelle elle a été la seule autorisée à finalement intervenir à Gaza. Deadly attacks on distraught civilians trying to access the paltry amounts of food aid in Gaza are unconscionable. For a third day running, people were killed around an aid distribution site run by the Gaza Humanitarian Foundation. This morning, we received information that dozens more people were killed and injured. There must be a prompt and impartial investigation into each of these attacks and those responsible held to account. Attacks directed against civilians constitute a grave breach of international law and a war crime. Et aujourd'hui, on le voit, toujours grâce à... Aujourd'hui, c'est pour le porno, c'est pour protéger les enfants. Demain, c'est pour protéger la science. Hier, déjà. Et demain, ça sera encore pire. Après, ça sera pour protéger les Ukrainiens, puis pour protéger l'Europe, puis pour protéger les intellectuels, les femmes. Et finalement, la seule chose qu'on protège, c'est la petite caste au pouvoir. Et on met une chape de plomb et on ne peut plus s'exprimer. Pourquoi ? Parce que on ne vous donne même plus, avec les algorithmes, vous avez des jauges. J'en parlais hier avec Alexis Poulain. Parfois, vous avez 4000 qui peuvent vous suivre, parfois 5000, parfois 3000. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il est tard, qu'il est même trop tard de ce point de vue. On n'a plus les leviers, on n'a plus les manettes, et il va falloir faire preuve d'intelligence, de subtilité et d'avoir des projets latéraux un peu comme dans les pays totalitaires. C'est pas un peu, c'est complètement. On va développer des stratégies, un vocabulaire alternatif, le langage des oiseaux, par exemple, pour échapper à cette censure.
Et tout ça au nom, évidemment, d'une lutte contre des contenus racistes, sexistes, haineux, violents, vous l'aurez compris. Donc, et on pouvait l'entendre aussi lors de cette conférence, expliquer que si vous n'agissez pas, donc s'adressant aux patrons de ces plateformes numériques, si vous n'agissez pas, nous agirons, car la loi s'applique à tous. Voilà un gros rappel que fait ici Aurore Berger. Alors, ce qui est intéressant, c'est la loi, mais quelle loi? Et puis la démocratie, mais quelle démocratie? Quand on écoute un peu d'autres sons de cloche, par exemple Paviel Durov, quand on écoute Paviel Durov sur la démocratie française le 28 mai, on entend tout autre chose. Je vous propose de l'écouter, c'est une traduction qui est proposée. Parlez-nous de la démocratie en France. C'est assez drôle car d'abord, le gouvernement français a officiellement réfuté ma déclaration. Puis, j'ai fourni plus de détails et ils ont été contraints de confirmer que les rencontres avaient réellement eu lieu, mais ils ont déclaré qu'elles étaient liées à d'autres choses. Le chef des services secrets français, Nicolas Lerner, m'a vraiment demandé de faire ce que vous venez de décrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ce démenti, il s'est avéré qu'il y avait d'autres preuves de ce que je viens de vous dire. Il s'est avéré que cette même personne s'est rendue en Roumanie 2 jours avant les élections présidentielles. Seulement 1 semaine avant les élections, l'allié le plus proche de Macron a déclaré qu'il ferait tout ce qui était nécessaire sur le terrain pour assurer la victoire de leur candidat favori. Je pense qu'il faut préciser une chose. Telegram ne prend pas position sur les élections roumaines. Nous ne préférons pas un candidat à un autre. Je crois tout simplement qu'il est très important d'être très transparent sur les types de demandes que nous recevons et de s'assurer que tout le monde joue selon les mêmes règles et que les mêmes normes sont appliquées pour tous. Voilà, c'est particulièrement intéressant parce que oui, on entend juste avant Aurore Berger dire oui, la loi française s'applique, les outils de régulation, il faut suivre les règles, mais quelles règles? Est-ce que c'est des règles, c'est ce que vient de dire Pavel Durov, le patron de Telegram. Moi, je reçois des pressions, j'ai pas envie de recevoir des pressions pour un candidat ou pour un autre, il s'agissait là de la Roumanie, je vous rappelle. Alors, quelles règles peuvent s'appliquer sur ces grands patrons et sur ces grandes plateformes de réseaux sociaux? Et quel est le jeu? Quels sont les enjeux? À la base, il y a un gros malentendu sur la définition du mot démocratie qui est très large. Il faut déjà préciser que à la naissance du concept, si on peut s'attribuer, nous, Français, la naissance du concept, ce qui est très discutable, mais en 1789, il était absolument hors de question de laisser la populace s'exprimer, elle n'en avait pas trop les moyens, mais surtout de prendre part aux décisions de la nation. La démocratie, à l'époque, était définie dans ce qu'aujourd'hui on pourrait qualifier de façon plus technique d'oligarchie, un système politique dirigé par ses élites. Et c'est très précisément cette définition qu'a en tête Gilles Babinet quand il s'exprime. Et en effet, son constat est parfaitement exact. Ça n'est absolument, une oligarchie n'est absolument pas compatible avec la possibilité donnée depuis finalement assez peu de temps à l'ensemble de la population de s'exprimer. On a aujourd'hui des gouvernants qui se posent en tant que défenseurs de concepts qu'ils ne défendent plus du tout, en fait. Et aujourd'hui, c'est absolument évident. Ils cherchent à se donner l'apparence de défenseurs, comme toujours, des grands mots, de la démocratie, de tout ce que vous voulez, de la liberté d'expression, etc. Mais font, l'état de droit, évidemment, et font concrètement l'inverse. Ils font bonne figure, eu égard à leur fonction, mais en réalité, Emmanuel Macron méprise Giorgia Meloni, parce qu'en bon progressiste, il méprise la populiste qu'elle est, et Giorgia Meloni méprise Emmanuel Macron, parce qu'en femme construite, elle méprise Emmanuel Macron, qu'elle juge homme déconstruit ou même pas construit. Vous savez, Giorgia Meloni, elle a une vision pour l'Italie très claire, et une colonne vertébrale. Et on peut la résumer à une anaphore qui l'a rendue célèbre quand elle était encore que simple leader de Fratelli d'Italia. Vous savez, c'était lors d'un grand meeting en 2019 à Rome. Ça a même été remixé, ça s'est passé dans les boîtes de nuit après, parce que ça a marqué les esprits. Elle disait « Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne et vous ne me l'enlèverez pas. » Voilà, on y trouve un peu toute sa profession de foi. C'est un corpus cohérent et pas seulement un biscuit jeté aux électeurs en fonction de l'ère du temps.
En réalité, c'est la dame de fer, hein, version spaghetti, versus l'homme de feinte. Vous voyez, elle fait quand il feint, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il s'agite, il botte en touche, il trouve des parades. Vous voyez, comme la dissolution, il virevolte. Il s'adresse aux Français, la mine grave. Il dit que la réponse de la justice sera implacable et exemplaire. On l'a vu. Et d'une certaine façon, vous savez, Emmanuel Macron, il va plus à Canossa, qui est aussi une ville italienne, qu'à Rome, parce qu'il va faire amende honorable. Il le dit pas, hein, mais il est quand même un peu obligé, parce qu'il est en situation de faiblesse comme jamais. Donc je l'ai dit, le cercle de la raison dont il fait partie toiser les populistes, et puis tout d'un coup, on se rend compte que Giorgia Meloni, c'est le miroir inversé d'Emmanuel Macron. Elle a fait finalement tout ce que la France devrait faire, n'ose pas faire, ne veut pas, ne peut pas. Et vous nous emmenez ce matin en Pologne. La Pologne qui fait des envieux en Europe, puisque c'est un pays qui économiquement va bien. C'est vrai. Et pourtant, les Polonais ont élu hier comme président un nationaliste fan de Donald Trump, Karol Nawrocki. Oui, c'est vrai qu'on explique souvent le vote par la situation économique. Le vote protestataire proviendrait d'un mal-être économique, de la montée du chômage, de la disparition des aides ou des services publics. Eh bien, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé en Pologne il y a 2 jours. C'est un ancien boxeur qui a été élu président du pays, ex-hooligan de football. Drôle de titre, c'en est un pour lui, sans aucune expérience politique, admirateur de Trump, qui le lui rend bien. Il représente une droite conservatrice, anti-européenne. Il a battu le maire de Varsovie, qui était centriste et pro-Bruxelles. Et tout ça, alors que la Pologne a connu une sorte de miracle économique sur les 20 dernières années. Miracle économique, c'est à ce point cette réussite économique de la Pologne ? Ah oui, l'année dernière, la croissance était à 2,9%. Elle sera à plus de 3% cette année. Pour mémoire, nous, on est à 0,7%. Hein, donc ça fait 4-5 fois plus que nous. Le chômage à moins de 3% est le plus faible d'Europe. Le niveau de vie d'un Polonais, calculé par le CDE, avec la méthode de parité de pouvoir d'achat, il est désormais voisin de celui d'un Japonais. Et tout ça après 20 ans de croissance continue qui ont permis de doubler la richesse produite dans le pays. Bon, c'est pas tombé du ciel. Le pays a été malin, il a joué de ses faibles salaires et d'un niveau d'impôt sur les sociétés assez modeste pour attirer les investissements étrangers, en particulier ceux du voisin allemand qui a délocalisé là-bas. Et puis, il y a eu les fonds structurels européens, bien sûr. En fait, la Pologne, entrée dans l'Union européenne en 2004, c'est le modèle de l'intégration réussie. Tout ça pour voter 20 ans après pour l'extrême droite anti-européenne. Oui, en réalité, les motivations du vote populiste ne sont jamais économiques. En Pologne, c'est d'abord l'immigration, ukrainienne en particulier, massive depuis l'attaque de la Russie. Il y a 1 million de réfugiés ukrainiens en Pologne, autant qu'en Allemagne, c'est-à-dire 20 fois plus qu'en France, pour un pays qui a une population 2 fois moindre. Donc ça fait 40 fois plus. Et puis c'est aussi la peur de voir le pays disparaître à cause de l'intégration européenne, alors un peu fantasmée, à cause du déclin démographique qui frappe le pays depuis une vingtaine d'années, comme d'ailleurs la plupart des pays d'Europe orientale, naguère communistes, qui ont tous vu leur fécondité s'effondrer. L'exemple de la Pologne nous montre donc qu'on peut être prospère et inquiet pour l'avenir. Oui, c'est pas du tout incompatible. Et on avait déjà vu ça en Europe du Nord, au Danemark, en Suède, au Finlande, sont les pays les plus riches du continent, où l'extrême droite a connu des succès électoraux impressionnants. À l'origine, toujours la même crainte, l'immigration, la disparition de la société et de la culture nationale à cause de l'effacement des frontières. Une crainte que la plupart des partis traditionnels, de gauche comme de droite, ignorent superbement, en la considérant à tort comme arriéré. C'est d'ailleurs pour ça que le vote qu'on appelle populiste se porte bien en Europe. Merci beaucoup. People were quite tense here, I must say, for our return to the hotel. They were not suggesting us at one point to go back at all, to maybe find a place to sleep somewhere around here for a night, because at that point was already past midnight and there was some gas bombs and, cars under fire and stuff happening on the street that was really dangerous. So understandably, and actually everything around our hotel, which is close to Arc de Triomphe. So yeah, we in the end we talked, we waited for a bit, and then we decided to go, and then it was fine. In the end, we reached the hotel, all good, but it was quite noisy with a lot of things happening outside of the hotel. So
You know, of course, it's interesting in some way to look at from your window what's happening, but at some point it was getting out of hand. But it's understandable that people are so excited. You know, first-time Champions League winners for this city. It's one of the most important cities in the world. So yeah, they're all celebrating. They still go. You know, it's gonna be several days, I'm sure, of celebration. Guy, la proportionnelle, ligne rouge pour les Républicains. Bruno Retailleau qui menace même de démissionner si la proportionnelle était appliquée. C'est la ligne rouge si elle était mise en place pour les Républicains. Est-ce que c'est votre ligne rouge si elle n'était pas mise en place du côté du RN? Excusez-moi, c'est pathétique. C'est-à-dire que M. Retailleau ne menace pas de démissionner quand il est humilié et la France avec lui sur le dossier algérien. Il ne menace pas de démissionner parce qu'on n'arrive pas à ramener en sécurité, en liberté, Boualem Sansal. Il ne démissionne pas parce que sa politique pénale n'est pas adaptée. Il ne démissionne pas parce qu'il a fait venir des imams algériens pour le ramadan. Il ne démissionne pas parce qu'il est incapable d'interdire le voile dans les sorties scolaires. Par contre, toucher aux prébendes de ses petits copains de l'Assemblée qui ne sont élus que grâce à ce système électoral et s'il y avait la proportionnelle, c'est-à-dire que chaque voix des Françaises et des Français soit reconnue à égalité, eh bien là, il démissionne. Donc je pense que ça veut beaucoup dire de M. Retailleau, c'est tout pour sa gueule, rien pour les Français. Tout pour sa gueule? Oui, quand on en est là. C'est-à-dire qu'après des nuits d'émeutes, la seule chose que M. Retailleau ait à dire, après 6 mois comme ministre de l'Intérieur, j'ai avalé toutes les couleuvres sur ce que j'avais promis aux Français, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la laïcité. Là, il accepte tout, il s'est couché sur tout, sur l'AME, sur l'aide médicale d'État, alors qu'on M. Bayrou demande des sacrifices à tous les Français. Il n'a rien obtenu, zéro. Il s'est couché avec ses amis du Sénat, et moi j'étais en commission mixte paritaire, c'est la droite qui, main dans la main avec les socialistes, ont abandonné les mesures pour réduire l'aide médicale d'État pour les clandestins. Par contre, pour garantir le siège d'un certain nombre de ses amis qui ne seraient pas élus si le système proportionnel était en place, là, il n'y a personne. Vous estimez qu'il aurait dû démissionner après les émeutes? C'est-à-dire, vous considérez que c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, le fait qu'il y ait eu ces émeutes ce week-end? Pas qu'il y ait des émeutes, mais le fait que la réponse n'ait pas été adaptée à une situation que l'on connaissait, qui avait été annoncée. Tout le monde savait, y compris lui, qu'il y aurait ce genre d'émeute. Et après, pleurnicher dans les médias avec M. Darmanin sur le fait que les lois seraient pas assez dures, alors que ce sont leurs lois, que M. Darmanin était à la place de M. Retailleau quelques mois seulement avant, qui travaillent en tandem, qui, je pense, se finiront, vous verrez, par se présenter ensemble, ou main dans la main, aux élections, alors que l'un prétend que l'autre n'ait pas fait le bon travail. Bref, tout ça, c'est une mascarade. Et je trouve que cette sortie sur la proportionnelle est particulièrement symbolique de ce qu'est les Républicains. Et M. Bayrou, j'en finirai juste là, a reconnu lui-même que la proportionnelle pouvait empêcher Marine Le Pen et Jordan Bardella d'avoir une majorité. C'est-à-dire que nos propres adversaires reconnaissent que notre position n'est pas justement pour défendre des avantages politiques, parce que nous, avec le scrutin majoritaire, il serait plus facile d'avoir une majorité qu'avec la proportionnelle, mais nous, on défend des principes. Jean-Philippe Tanguy, et on a toujours défendu la proportionnelle. Est-ce que vous censureriez un gouvernement Bayrou qui ne mettrait pas en place la proportionnelle? Et nous verrons l'équilibre général. Mais si vous voulez, il y a d'autres choses que la proportionnelle est très important et c'est un combat que Marine Le Pen veut défendre, même si une fois plus cela peut nous désavantager électoralement, parce que c'est un principe. Il n'est pas normal dans notre pays que la voix d'un Français dans un territoire compte moins que la voix d'une Française dans un autre. Mais il y a d'autres sujets de censure qui vont arriver qui sont très importants pour les Français. C'est évidemment les sacrifices qui vont leur être demandés dans le budget. C'est l'incapacité d'avoir une politique migratoire. Par exemple, le rétablissement du délit de séjour irrégulier qu'on nous a promis depuis 6 mois. On l'attend. Donc vous savez, il y a aussi un piège d'ailleurs, ce que dit M. Bayrou, c'est de réduire le débat politique à la vie des politiques. Les Françaises et les Français, vous le savez très bien, ils ont d'autres problèmes que les institutions, le statut de l'élu, tout ça. Où est les questions du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question des impôts, de l'immigration, la sécurité, les services publics. Il y a tout ça dans la balance, dans la censure, avant la proportionnelle. Merci. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.